Dans 20 ans, le métier de boulanger est voué à disparaître. Mettez-vous bien ça dans le crâne, les gens. En octobre dernier, ce coup de gueule désespéré d'un jeune boulanger du Tarn-et-Garonne a été vu plus d'1 million de fois sur les réseaux sociaux. Achetez vos baguettes à Super U, à Marie Blachère, à Carrefour, pas de souci. Mais dans 20 ans, un dimanche, quand vous serez là, je vais m'acheter un petit gâteau pour fêter l'anniversaire de mon petit. Ben non, il n'existera plus ce boulanger parce que vous l'aurez tué, le boulanger. Chaque jour, au moins une boulangerie artisanale met la clé sous la porte. Nos 32 000 boulangers de quartier sont confrontés à une concurrence de plus en plus redoutable, celle des chaînes de boulangerie. Elles s'appellent Ange, Marie Blachère ou encore Firmin. On compte aujourd'hui plus de 4000 points de vente dans toute la France. Ces nouvelles enseignes aux méthodes agressives font un malheur. Avec les grandes surfaces, ces chaînes ont déjà conquis près de la moitié du marché du pain. Un marché d'11 milliards d'euros. Alors, qui sont ces géants aux techniques bien rodées? Vont-ils finir par grignoter nos artisans de quartier et ne leur laisser que des miettes? À Grasse, il ne reste plus que 6 boulangeries artisanales pour plus de 50 000 habitants. Soit près de 5 fois moins que la moyenne nationale. Ceux qui sont encore debout font figure de résistants. Derrière cette façade aux couleurs de Provence, un duo sans faille. Un couple de boulangers amoureux du pain. Lorsqu'Isabelle n'est pas derrière le comptoir, au four, elle s'affaire aux livraisons. Seb, Ouais, ce qu'il y a en bas, c'est pour ici ou pour là-haut? tu peux en monter si tu veux. Son mari, Sébastien, passe la plupart de son temps à l'arrière de la boutique. Les mains dans la farine, à pétrir, façonner, il ne voit pas sa vie autrement. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours dit que je voulais être boulanger et je le suis. Voilà, tout simplement. Depuis tout petit, j'avais déjà 5-6 ans, je savais ce que je voulais faire. Mon but, c'était de m'installer et de moi-même, quoi. De moi-même. Ce que j'ai réussi à faire. Sébastien a également réussi un petit exploit. Réaliser 500 000 € de chiffre d'affaires, presque 2 fois plus que la moyenne des boulangers français. Au revoir, bonne journée. Pourtant, ce n'était pas gagné. Lorsque le couple a repris ce commerce il y a 5 ans, il était en faillite. Depuis, ils ont su faire revenir les clients. Pourquoi est-ce que vous achetez votre pain ici? Parce qu'il est très bon, il est croustillant, il est frais et surtout, il y a un accueil très sympathique. En 5 ans, les ventes ont été multipliées par 3. J'ai tendance à m'arrêter plutôt dans des boulangeries où c'est marqué artisanal. Parce que je sais que ça va être des produits qui sont faits sur place, qui sont frais, alors qu'il y a certaines boulangeries, on va tomber sur des choses qui ont été préparées à l'avance et qui ne seront pas forcément frais. Un peu plus cuit? Celle-ci? Pour offrir du pain frais, Isabelle et Sébastien ont dû s'adapter. Il y a quelques années, après les fournées du matin, les baguettes étaient déposées sur le présentoir et passaient toute la journée à attendre le client en refroidissant. Alors, pour éviter qu'il n'aille chercher du pain tout chaud ailleurs, Sébastien n'a pas hésité à investir il y a 2 ans 12 000 € dans un outil un peu spécial. J'ai une chambre de pouce qui est comme un frigo. Et en fait, j'ai tout mon pain qui est dedans. Cette chambre de pouce permet de ralentir la fermentation de la pâte. Et ça, c'est du prêt à cuire. Là, j'ai les anciennes, j'ai les banettes et de la tradition qui est là. Le boulanger stocke ainsi ses baguettes crues plus longtemps. Il peut les cuire quand il le souhaite et proposer du pain frais et chaud tout au long de la journée. Pour attirer les clients, il compte sur un autre atout, la baguette tradition, l'arme fatale des artisans boulangers. La baguette tradition, c'est l'histoire d'une riposte, celle des artisans contre les industriels. Pendant des décennies, les artisans boulangers avaient le monopole du secteur, mais en 1978, coup de théâtre. Libération du prix du pain dans toute la France, voilà une information qui aura son importance dans notre vie quotidienne. L'État libéralise le prix du pain qui était alors fixé à un prix unique. Les grandes surfaces s'engouffrent dans la brèche et cassent les prix. La guerre est déclarée. Pour se démarquer, les artisans répliquent en 1993. Ils inventent la tradition. À l'oreille, déjà, elle croustille. Une baguette plus goûteuse, de meilleure qualité. Ils obtiennent même un décret qui la définit. Contrairement à la baguette blanche des industriels,
la tradition ne doit pas être surgelée ni contenir conservateurs et autres additifs. 25 ans plus tard, cette baguette de meilleure qualité est la plus rentable du rayon de Sébastien. Il en vend une centaine par jour à 1,10 €. Et sur chaque tradition vendue, Sébastien empoche 10 centimes. C'est un atout, oui. C'est un pain qu'on vend quand même plus cher que la baguette normale. Et c'est toujours un plus, quoi. Et vu au niveau des clients, au niveau produit, c'est un produit supplémentaire. C'est un choix de plus pour eux. Mais le produit qu'il vend le plus, c'est la baguette classique, moins chère, à 85 centimes. Sébastien en vend plus de 900 par jour. Et malgré ce petit exploit, le boulanger a un problème. Sa baguette, elle ne lui rapporte pas d'argent. En fait, les marges sont faibles. C'est plus du tout comme avant. Entre le coût de la matière première, la main-d'œuvre. Ensuite, par exemple, sur une baguette à 85 centimes, vous avez 5 centimes de TVA. Donc, en fait, quand on cumule le tout, je veux dire, il ne nous reste pas énormément. En effet, voilà comment se décompose le prix de la baguette d'Isabelle et de Sébastien. Sur 85 centimes, il faut compter 24 centimes pour la matière première, 22 centimes pour les charges diverses comme le loyer, l'électricité, l'URSSAF, les crédits. Environ 5 centimes sont reversés pour la TVA et 34 centimes, c'est le coût des salaires. La main-d'œuvre, c'est ce qui coûte le plus cher pour un artisan boulanger. En plus de ces 4 vendeuses rémunérées au SMIC et du petit salaire de 1 200 € que le couple se verse à deux, Sébastien emploie 2 pâtissiers de 15 ans de métier qu'il rémunère plus de 2 000 € chacun. Ainsi, à l'image de nombreux confrères, malgré de grosses ventes, le couple ne dégage pas de bénéfices. Si par exemple on voudrait vraiment être plus ou moins rentable, il faudrait au moins que la baguette, on la vende, celle-ci, la classique, à plus d'1 €. Sauf que le problème, qui c'est qui peut acheter une baguette à plus d'1 €? Et ils ont un autre problème, attirer les clients. Car au-delà de la qualité du pain, l'argument indispensable pour vendre, le voici, le parking. En face de la boulangerie, Isabelle et Sébastien possèdent bien un arrêt minute qui leur est réservé, mais la pancarte de 3,50 m de long n'y fait rien. Un bon nombre de riverains y squattent sans vergogne. Normalement, ils n'ont pas le droit de se garer. Tout le monde le sait, mais en fait, tout le monde fait comme il a envie. Et les conséquences pour vous? Nous, c'est que quand le parking, quand tous les parkings sont pris, on ne travaille pas. Sur une journée, par exemple, on peut perdre de 60 à 80% de notre chiffre d'affaires. Le couple a du mal à joindre les deux bouts, d'autant qu'il doit désormais faire face à une concurrence de plus en plus menaçante. Isabelle nous emmène vers celui qui lui cause tant de soucis, situé sur la route principale qui mène à Grasse. Marie Blachère, une boulangerie qui appartient à la plus grande chaîne de France. Et donc, tous les gens déjà qui montent à Grasse passent automatiquement par là. Et c'est vrai que c'est vraiment l'endroit idéal. En plus de ça, le parking est immense. On va dire qu'au niveau des places, voilà, ils ont ce qu'il faut. Alors, quels sont les secrets de ces chaînes de boulangerie qui mettent à bout les artisans boulangers? La plupart du temps, elles sont situées à la sortie d'un rond-point ou encore dans une zone commerciale. Elles disposent de centaines de places de parking, comme ici, à Trélissac, dans la banlieue de Périgueux, où est installée Firmin, la 4e chaîne de boulangerie de France, avec 44 points de vente. L'important, c'est qu'on ait des lignes, que ce soit bien visible. À sa tête, Grégory Fourré, 42 ans. La base du merchandising. Des lignes bien lisibles, comme un cahier des colis. Ce patron ne vient pas du monde de la boulangerie. Il y a 12 ans, ce diplômé d'une grande école de commerce cherche un business alimentaire dans lequel se lancer. Il choisira le pain, c'est le plus rentable. Pour tous ces magasins dupliqués à l'identique, Grégory s'est inspiré des boulangeries traditionnelles, comme celle de notre artisan de Grasse. Avec son indispensable pétrin, son four et ses baguettes croustillantes. Mais pour attirer les clients, lui, ne va pas chercher bien loin. Il suffit à ses employés d'appuyer sur ce bouton tous les matins. La boulangerie communique avec cette grande surface qui draine plusieurs centaines de clients par jour. Et quoi de plus naturel qu'acheter son pain
après avoir fait ses courses. Madame, bonjour. Alors, 4,24 € s'il vous plaît. Ça sera par carte. Bien, monsieur. On a fait les courses là et du coup on vient chercher le pain à côté parce que c'est plus pratique et parce qu'on est un peu pressé. Alors du coup voilà. Et puis je sais pas s'il y a des boulangeries pas loin d'ailleurs. Donc voilà. C'est beaucoup plus simple. Au lieu de courir tous les magasins, vous avez tout sur place. Mais ce qui séduit les clients, c'est surtout ces prix attractifs avec un argument imparable. 2 baguettes normales. 2 baguettes normales? Si vous en prenez une autre, vous en prenez la 4e offerte si vous voulez. Mettez-en 4. Allez, 4, ça marche. Le 3+1, c'est la fameuse formule proposée toute l'année par les chaînes de boulangerie et qui terrifie les artisans. Affichée dans tout le magasin, impossible de la rater. Pour 3 baguettes achetées, la 4e est offerte, ce qui revient à 76 centimes l'unité au lieu d'1 €. Je vais prendre des baguettes, je vous prie. 3+1? Oui, s'il vous plaît. Les employés la proposent tout au long de la journée. Bonsoir madame. 2 baguettes. Vous en voulez pas une 3e pour la 4e offerte? Oui. Et ça fait son petit effet. Alors, comment Grégory peut-il se permettre de vendre une baguette bien moins chère que notre artisan de Grasse, tout en restant rentable? En bon gestionnaire, tout commence par la matière première, la farine. Bonjour. Lorsque Grégory passe commande, c'est aussi pour 44 autres boulangeries de sa chaîne. Ça apporte de sacrés avantages. Compte tenu de ces volumes, on achète mieux, évidemment, qu'un artisan qui achèterait des volumes plus petits. Mieux négocier. Voilà, plus les volumes sont importants, mieux on négocie. Et le kilo de farine vous revient à combien? Entre 40 et 45 centimes. Soit environ 2 fois moins cher que notre boulanger de Grasse. Mais bien négocier sa farine, cela ne suffit pas. Sylvie? Grégory a une obsession, réduire les coûts à tous les niveaux. Allez derrière. À la place de la traditionnelle chambre de pousse comme celle de notre artisan de Grasse, le patron se contente d'une simple chambre froide pour fabriquer son pain. Cela lui revient 5 fois moins cher à l'achat et permet aussi d'économiser des mètres carrés. Les pâtons que nous avons faits là, ils vont pouvoir être conservés jusqu'à 72 heures. Et tout ça tient dans une seule pièce froide. Dans une boulangerie, il faut 4, 5, 6, 7 chambres de pousse. Le pain cru se retrouve ainsi stocké avec tout le reste de sa marchandise. Là, il nous reste des pizzas, par exemple, à cuire tout à l'heure, et un peu de viennoiserie. Et on va trouver le jambon, les fruits, les légumes, etc. Donc là encore, on réduit l'investissement et on réduit la surface occupée. Une méthode qui aurait de quoi choquer les artisans boulangers. D'autant que dans ce frigo géant, la pâte est conservée à seulement 4 degrés. Alors pour la fermentation, Grégory utilise une méthode radicale. Elle était bloquée, elle était endormie, à une température très basse, et on la réveille. Et on va la réveiller violemment derrière. On va les enfourner à peu près 250 degrés. Imaginez le choc thermique. Vous voyez les deux différences entre ici et celle qu'on a enfournée il y a 5 minutes. Là, on voit ce qui fait pousser le pain, c'est les gaz qui se libèrent. Une fermentation express, pas très orthodoxe. Selon certains artisans, cela impacterait le goût et la qualité du pain. Qu'est-ce qu'il dirait un boulanger là si... Pas que c'est pas du pain. C'est pas comme ça qu'on fait du pain. Parce que à l'école, dans les CFA, dans les centres de formation des apprentis, depuis des décennies, on apprend une autre méthode. Et ce n'est pas la seule chose qui pourrait étonner les artisans. Dans les boulangeries de Grégory, il n'y a point de boulanger. Au pétrin ce jour-là, Sylvie. L'univers du pain, elle l'a découvert un peu sur le tard. Avant de travailler dans la boulangerie, Sylvie, qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? Moi, je travaille chez McDo. Vous faisiez quoi? Cuisine, préparation sucrée, enfin, tout ce qui est la vente, devant et derrière, dans le restaurant. Grégory emploie des personnes non qualifiées. Alors pour éviter les erreurs, des anti-CH affichés au mur rappellent chaque étape de fabrication. Le patron n'a pas hésité à automatiser certaines machines, comme le réservoir d'eau et le pétrin. On est sûr de ne pas se tromper, de ne pas rajouter, de pétrir trop peu ou pas assez. Si une pâte qui est pétrie trop longtemps va lever très vite, une pâte qui n'est pas assez pétrie n'aura pas le même rendu. Donc l'avantage d'avoir des programmes tout prêts, on est sûr d'avoir un pétrissage toujours régulier. La fabrication est simplifiée et standardisée. Grégory a tout simplement dupliqué les méthodes de la restauration rapide. Des employés peu qualifiés,
et multitâche. Sylvie passe aussi bien du pétrin aux commandes. Je vous en mets 16, comme ça vous avez la gratuité avec, madame. Ok, ça marche. Qu'à la caisse. Comme ça la cuisson, madame. Il vous faut autre chose? Et demain, elle sera au four, à la place de Laurent. On est très loin de l'artisanat et Grégory l'assume. Les fast-foods sont pour nous de très bonnes écoles. On adore recruter des gens qui ont déjà passé quelques années chez McDonald's ou chez Burger King ou chez Quick. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont été formés à respecter des processus. Voilà. Donc ce sont des gens qui savent répéter des opérations rapidement et de façon efficace. Oui. Mais surtout, c'est le moyen pour le chef d'entreprise de faire de grandes économies. Rémunérés pour la plupart au SMIC, ces salariés reviennent 30% moins cher qu'un boulanger de formation, payé entre 1 600 et 2 000 euros par mois. Autre avantage pour le patron, ils sont couverts par la convention collective de la restauration rapide, qui protège moins bien le salarié que la convention artisanale. Le dimanche, on vend nos produits au même prix que les autres jours de la semaine. Eh bien, si on utilisait la convention collective de la boulangerie artisanale, notre masse salariale coûterait mécaniquement 50% plus cher. Et on perdrait beaucoup de souplesse. Avec toutes ces économies, Grégory, lui, peut donc produire une baguette qui ne lui revient qu'à 60 centimes. Ainsi, contrairement à notre artisan de Grasse qui ne gagne pas d'argent, Grégory dégage un bénéfice de 16 centimes par baguette. Et pour concurrencer les boulangers traditionnels, toutes ces chaînes ne jouent plus uniquement sur les prix bas. Depuis quelque temps, elles misent sur l'innovation. Car si nos 5 croissants baguettes représentent encore 70% des ventes, elles se ringardisent peu à peu au profit de nouveaux concurrents, les pains spéciaux. Des pains garnis, plus élaborés et gourmands, sur lesquels les fabricants misent gros. Et dans ce domaine, c'est un peu comme celui de la mode. Pour rester dans la course, il faut être tendance. Patrice Guyon l'a bien compris. Avec ses 2 associés, ce boulanger de formation gère la 2e plus grande chaîne de boulangerie de France, Ange. Vous avez sûrement dû en croiser une à la sortie d'un rond-point. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien ce matin? Malgré son costume de patron, une fois derrière le comptoir, Patrice ne peut s'empêcher de retrouver ses réflexes de boulanger. Le four, il manque un peu de coup de balai là. Ça, c'est des graines du pain d'avance, du pavé. Il examine une baguette à la sortie du four, tel un professeur. Vous mettez quoi comme note là? Ouais, 2, non? Aspect extérieur, ça va aller. 2 sur 3? Ouais. Et si c'était sur 20? 12. On peut hydrater un peu plus. Hein. Cet amoureux du pain s'est aujourd'hui transformé en redoutable chef d'entreprise. 1500 salariés travaillent dans les 114 magasins de l'enseigne et vendent 250 000 pains par jour. Comme toutes les autres chaînes, ils affichent la fameuse formule du 3+1. Mais Patrice cherche aussi à se distinguer de la concurrence et propose des recettes à profusion. Pain aux céréales, aux olives, aux noix ou encore à la figue. C'est bien présenté, hein. Propre. Un peu comme une enseigne de prêt-à-porter qui renouvelle sans cesse ses collections, Patrice sort un nouveau pain tous les 2 mois. Et avant de le lancer dans toute la France, bon appétit, monsieur, bonne journée. Il le teste auprès de clients, dans quelques boutiques comme ici. Par exemple, le pain viennois, hein, qui est un produit qui est entre le pain et la viennoiserie. Ça, c'est un produit qu'on a lancé début mai. Hein, donc, c'est un produit qui va faire le mois. Et après, s'il fonctionne très très bien, on peut éventuellement l'intégrer à la gamme. Hein. Ça a été le cas du pain au chorizo. S'il propose régulièrement des pains plus sophistiqués à ses clients, c'est parce qu'ils sont plus rentables. 2 fois plus qu'une baguette classique. Jean-Guillaume. Les recettes sont élaborées dans les cuisines de l'enseigne. Bon, on va attaquer. Guillaume, 28 ans, est un peu le Géo trouve-tout de la maison. Il met au point toutes les recettes. Pour l'occasion, Patrice n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Ce matin, il tente une recette originale. Comme d'habitude, un pain se compose de farine, de quelques grammes de levure, d'une pincée de sel. Et cette fois-ci, Guillaume rajoute un ingrédient un peu farfelu. Du charbon végétal. Vraiment noir. Une poudre issue de la combustion de coques de noix de coco. Donc ça a la particularité
d'être un capteur d'impuretés et c'est très très bon pour la digestion. Au-delà de son aspect santé, c'est surtout un ingrédient qui pourrait faire grimper le chiffre d'affaires. De la force. Car les aliments bien-être, c'est la tendance du moment. Parce que voilà, on recherche les gens, tous ces produits bons pour la santé. Vraiment, c'est ce qu'on recherche. Le healthy. Je trouve ça extrêmement intéressant, le côté healthy, bon pour la santé. Je pense qu'il y a un vrai marché à aller chercher là-dedans. Parce que la clientèle et la population aujourd'hui est très à l'écoute de ça. Du pain au charbon, mais également à la graine de chia, tout aussi tendance. Quelques essais sont parfois nécessaires pour élaborer la recette parfaite. Ça va lui donner de la force. Guillaume et Patrice laissent cours à leurs envies. Mais ces gourmands n'en restent pas moins de bons gestionnaires. Tournesol, on va dire 5 € le kilo. Le pain au chia sera vendu environ 3 € en magasin. Alors pour qu'il soit rentable, les ingrédients ne doivent pas dépasser 20% du prix final. Là, en l'occurrence, si on reprend la farinange, la farine de maïs, la pâte fermentée, la levure, le sel, l'eau, l'ensemble des graines, on doit arriver globalement à un coût autour de 0,70. Pas au-delà de 0,70. On reste quand même sur des matières premières qui sont peu chères, clairement. Mais après, il y a beaucoup de main-d'œuvre quand même, parce que le fait de tout fabriquer, il y a des coûts globaux qui sont quand même là. En bout de chaîne, le pain au chia leur reviendra à 2,55 €. 3 heures plus tard, le pain au charbon, lui, est enfin prêt. Et malgré son aspect carbonisé, les deux apprentis sorciers semblent emballés. C'est bien en cuisson. Si, il y a une odeur. De mine un peu. Ouais. Mais encore faut-il passer avec succès un autre examen. Celui d'un jury peut-être plus exigeant. C'est derrière cette porte que le sort des pains de Patrice et Guillaume va se jouer. Allez. Au siège, tous les cadres se sont réunis pour juger ces nouvelles recettes. Voilà, c'est ça, sous différentes formes. Voilà, c'est la même pâte avec des niveaux de finition différents. Les graines de chia. Une réunion importante, car un mauvais choix, et c'est le chiffre d'affaires qui dégringole. C'est ce qui fait le plus gustativement. Leur objectif, se mettre à la place des clients. Ils testent aussi bien l'aspect que le goût. Aucune voix. Tu trouves que c'est... C'est l'unanimité. Le pain aux graines de chia est validé sans encombre. C'est notre dernier mot. C'est le visuel par contre, on reste sur le... Donc finition, barquette. Place maintenant à la star, le pain au charbon végétal. Et son entrée en scène fait son petit effet. Guillaume s'est endormi devant le four. Ça lui fait brûler. Ça va voir, pas envoyer. C'est toi qui vas le dire. Osé. C'est super bizarre, ça allait. Hein C'est tendance, mais c'est bien. T'achètes ça? François, l'un des associés, est un peu sceptique. Oui, c'est du végétal actif d'ailleurs. La dégustation est sans appel. Non, là, c'est un mauvais goût par contre. On sent le... Ah, c'est un goût de mine, de poussière. Ouais, exactement, c'est un goût de charbon. Ça n'a aucun intérêt gustatif. Le charbon a beau être à la mode, il ne sera pas mis en rayon. Je suis d'accord. Ça ressemble beaucoup à un pain trop brûlé. Donc il va y avoir un effet de rejet. Les curieux, ils vont le prendre, peut-être, pour voir, tiens, ça va être étonnant. Une de temps en temps, donc ça sera de toutes petites ventes. Et puis au final, je pense qu'on va faire beaucoup de déçus. Parce que c'est un petit peu, à mon avis, c'est un petit peu moins bon que notre baguette habituelle. Au final, 2 recettes seront validées, le pain au chia et un pain multigraines. Ils seront vendus dans quelques mois dans leurs 114 magasins dans toute la France. Avec toutes ces méthodes, la chaîne réalise un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros. Malgré leur réussite, les patrons d'Ange, comme ceux des autres grandes chaînes, ont du souci à se faire. Car désormais, ce sont leurs propres clients qui peuvent leur faire concurrence. Ce matin, dans le centre-ville de Toulouse, c'est l'effervescence. Heureusement que c'est eux qui font ça. Serge et Léna reçoivent 1,5 tonne de matériel. C'est nous, on mettrait 8 jours, au lieu de 3. Un rêve de toute une vie qui se réalise. Dans une semaine, le couple ouvre son propre commerce pour vendre du pain. Ce matin, en se levant, on s'est dit ça y est, là c'est concret. Jusqu'à présent, c'était que du papier en fait. C'est à la fois un peu stressant, excitant aussi. À toi, c'est excitant, mais ça fait peur. On a peur de se planter quand même.
La peur de se planter, car le couple n'est pas issu du milieu de la vente et encore moins de la boulangerie. J'étais assistante maternelle pendant 32 ans. Ouais. Et moi, imprimeur pendant 25 ans. Ah, c'est tout nouveau pour nous. Alors pour minimiser les risques, ils ont opté pour une solution clé en main, la franchise. Ils vont ouvrir leur boutique sous le nom d'une enseigne déjà présente sur le marché, Fournil de France. La marque possède 21 points de vente sur le territoire. Mais pour vendre leur pain sous cette enseigne, il y a une contrepartie. Ça, c'est le contrat que nous lie avec le franchiseur. Le couple doit payer un droit d'entrée au franchiseur de 14 500 € et s'engage à lui reverser 650 € par mois de royalties. Alors, comment Serge et Léna, les nouveaux apprentis boulangers du quartier, vont-ils réussir à faire tourner leur affaire ? Voilà, merci. Mademoiselle, petit tailleur, produit gratuit. On vient d'ouvrir. Nous les retrouvons quelques jours plus tard. C'est le grand jour. L'enjeu est de taille pour le couple. Au total, ils ont investi plus de 200 000 €. Mais vous ne les mettez pas à l'eau. Ben non, le problème c'est ça, c'est que je vais aller vers les gens, mais les gens ils viennent pas vers moi. Une mini-boulangerie, merci. Ce matin, sous la pluie, ils ne rechignent pas la tâche. On y croit. Ça, on n'a pas le choix. Il faut que ça marche. Mademoiselle, bonjour, petit tailleur. On a ouvert ce matin. À coups de flyers et de viennoiseries gratuites, ils espèrent attirer au plus vite de nouveaux clients, déjà bien habitués aux boulangeries du quartier. Et elles sont nombreuses. Placées dans l'une des plus grandes artères commerciales de Toulouse, Serge et Léna sont cernés de tous les côtés. Le premier concurrent n'est autre que leur voisin de palier. Et à moins de 100 mètres, pas moins de 5 adversaires. Des enseignes bien connues des consommateurs qui proposent du pain chaud toute la journée. Même les premiers clients s'interrogent. Vous êtes la 3e boulangerie sur 50 mètres carrés, ça vous fait pas peur? 50 mètres, je veux dire, Non. pas carré. Mais nous, ils ne font pas peur. Ok. Ça ne leur fait pas peur, car eux aussi proposent à leurs clients la fameuse formule du 3 baguettes achetées, la 4e offerte. 4, vous en voulez 4? Et s'ils peuvent se le permettre, c'est qu'ils ne croulent pas sous les charges salariales. Même si le franchiseur a envoyé Isabelle en renfort pour l'ouverture, dans quelques jours, Serge et Léna ne seront que 2 pour faire tourner leur commerce. Ici, pas de boulanger attitré, ni de pâtissier. Et pour une simple et bonne raison, leur pain, ils ne le fabriquent pas. Il arrive de l'usine sous forme de pâtons crus surgelés ou encore de baguettes déjà pré-cuites. Serge n'a plus qu'à les enfourner et le tour est joué. Vu que c'est du pré-cuit, ça nous permet de suivre le flux de la vente en fait. Comme ça, dès qu'il en manque, moi j'en prends et je remets. Voilà, en un quart d'heure, on règle le problème. Isabelle. Fabriquer du pain devient un jeu d'enfant. En simple revendeur, ils n'ont pas le droit d'inscrire l'appellation boulangerie sur leur façade. Serge et Léna gèrent ce qu'on appelle un terminal de cuisson. Madame, bonjour. Pour autant, ce jour-là, la boutique ne désemplit pas. Ça fait comme ça, avec. Il est 13h, à la pause déjeuner, c'est le rush. Mais à l'heure où ils sont censés faire une grande partie de leur chiffre d'affaires, c'est la consternation. Rupture de stock de la baguette la plus vendue de la marque, la Zélie. On a encore la... C'est la Zélie, la tradition, madame. C'est ça? Bon, bah alors, il n'y en a qu'une? Oui. Bonjour, vous allez bien? C'est Isabelle du siège qui tente de trouver une solution. Ils viennent d'ouvrir et ils ont eu beaucoup plus de monde que prévu. Puis ce matin, ils ont ouvert 6h30. À l'autre bout du fil, le fournisseur des baguettes surgelées. Donc là, voilà, on a vraiment besoin de au moins 4 cartons. Voilà, on est à plus de 100 baguettes en 6 heures. Serge et Léna sont dépendants de leur fournisseur qui se trouve à plus de 400 km. Serge, je viens d'avoir le fournisseur donc, du pain. Il va essayer de faire le maximum pour mercredi. Parce que pour demain, c'est trop juste. Ils se retrouvent en rupture de stock pendant 2 jours. Mais apparemment, pas de quoi inquiéter le patron. On va compenser. On a le modèle en petit format qu'on se sert pour les sandwichs. On va proposer deux pièces à la place de la baguette. Et si les clients upset, bah, tant mieux. Et puis voilà. Vous êtes victime de votre succès là.
On va pas se plaindre. On va pas se plaindre, tout à fait. Encore quelques réglages à faire, mais pour une première journée, ils sont plutôt satisfaits. Serge et Léna ont atteint leur objectif, réaliser plus de 350 € de chiffre d'affaires. Alors que les artisans se meurent à petit feu, la franchise serait-elle devenue la formule magique pour vendre du pain? En tout cas, on compte 2 ouvertures par mois en France, rien que l'année dernière.